Lumix S1 II, le boîtier haut de gamme de chez Panasonic qui sur le papier a l'air d'avoir quand même une bonne petite évolution. Mais quand on regarde de plus près, il y a quand même pas mal de choses à dire. On a un meilleur capteur, une meilleure stabilisation, une meilleure montée en ISO, un meilleur autofocus, de l'open gate au ralenti, pas mal de fonctionnalités aussi assez ingénieuses. En fait, on arrive aujourd'hui à un niveau de boîtier qui est quasiment complet. Mais on a des limitations dans l'autofocus, dans les codecs aussi, qui font que voilà, ça reste un produit qui est polyvalent, mais pour qui? Donc c'est ce qu'on va voir un peu dans cette vidéo. On va essayer un peu de décortiquer chaque partie pour voir ses forces et ses faiblesses, essayer de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il faut attendre le S1H2 ou on part sur celui-là? Bref, on va parler de pas mal de choses dans cette vidéo. Alors, Lumix m'a bel et bien envoyé ce boîtier-là pour le tester, mais j'avoue, je voulais un peu prendre le temps de bien le pousser pour en faire une review complète. Bien évidemment, ils n'ont pas vu la vidéo avant, cette vidéo n'est pas sponsorisée, elle l'est par Artis, mais on en parlera tout à l'heure. Ok, alors, on est clairement sur un boîtier très orienté vidéo quand même. Le S1R2 est sorti il y a quelques mois maintenant, j'étais honnêtement pas hyper convaincu parce que justement, il avait des limitations un petit peu en vidéo. Après, c'était un boîtier photo. Là, on est clairement sur un boîtier qui est censé faire les deux, mais on voit quand même qu'en vidéo, il se démarque bien. En fait, ils arrivent sur un boîtier qu'on attendait globalement avec des specs qui sont bien plus avancés et qui, en tant que vidéastes, vont nous être vraiment utiles. Alors, on va commencer par les specs, on va dire purs. Déjà sur le capteur, c'est un capteur de 24 mégapixels qui est semi-empilé et là déjà, on est sur une grosse nouveauté. Alors, si vous avez déjà filmé un sujet un peu rapide en mouvement et que vous voyez des lignes un petit peu droites se tordre, ça c'est un problème qu'on appelle du coup le rolling shutter et c'est un souci qu'on a assez souvent sur des capteurs classiques et encore plus quand il a une haute résolution. Et plus le capteur a une haute résolution, plus il est important ce problème-là. Mais un capteur empilé, il enlève justement complètement ce problème-là. Ici, on est sur un capteur qui est semi-empilé, donc on a toujours moins de rolling shutter que ce qu'on pouvait avoir sur le S5 II par exemple. Et ça, pour moi, c'est un gros avantage pour la vidéo. Ça permet d'avoir des sujets qui sont pas déformés et en particulier quand il y a beaucoup de mouvements. Et c'est important de le préciser parce que c'est le premier capteur de la marque à faire justement du semi-empilé. Et dans ces niveaux de prix-là, à part le Nikon Z6, il n'y a personne en face. Et c'est pas d'ailleurs le seul domaine avec lequel on va le comparer. Si on parle de résolution et de cadence, alors voilà, il fait de la 4K 25, jusqu'ici je pense que ça va. On a enfin de la 4K 50 sans crop, ça aussi c'est une grande première pour Lumix, en tout cas dans le plein format. On a également de la 4K 120, mais cette fois-ci avec un crop de 1.27, ce qui n'est pas rien, mais qui est quand même un peu mieux par rapport au Z6 III qui lui est à 1.5. Et vu qu'on est sur la partie ralentie, mais ça c'est pareil, c'est une résolution que j'en parle pas souvent, mais on a du 1080p jusqu'à 240 images par seconde. Donc on peut monter jusqu'à un x10. Et j'avoue que d'habitude j'en parle pas vraiment parce que souvent les débits sont pas très élevés, vu que c'est de la 1080p, voilà, ce qui fait que c'est un peu choppy à l'image, c'est pas très joli quoi. Et sauf que là, ils ont poussé le truc bien plus loin. Donc on a enfin de l'ultra slow motion qui est largement utilisable, qui va avoir des défauts, notamment sur l'autofocus, on en reparlera. Mais rien que d'avoir cette possibilité de monter aussi haut, c'est quand même déjà pas mal. Alors il peut monter également jusqu'à de la 6K, jusqu'à 60 images par seconde. Et je vais pas trop rentrer dans toutes les codecs, mais il y en a énormément. On peut filmer en H264, en H265, en All Intra, en ProRes, en ProRes et la liste continue. Et tout ça, on peut l'enregistrer en interne. Alors, on a toujours la possibilité de soit enregistrer sur une carte SD, soit sur une carte CF Express type B, ou alors sur un SSD directement. Et ça, forcément, dans les hauts codecs, c'est toujours pratique d'enregistrer direct sur SSD. Et on a une particularité assez intéressante, c'est que maintenant, on a la possibilité de faire notre backup de la carte SD directement vers le SSD. En fait, maintenant, tu peux faire ton backup, tu peux copier tes rushs directement sur le SSD sans avoir besoin d'ordinateur. Et ça, honnêtement, c'est hyper pratique quand tu mets ton boîtier dans des endroits un peu risqués, ou alors même quand tu veux formater ta carte et que tu n'as pas ton ordi à côté de toi. Voilà, ça c'est une belle nouvelle
fonctionnalité en tout cas que je trouve pratique. Maintenant, petit défaut quand même quand on parle des specs, c'est que quand on va dépasser tout ce qui va être de la 4K, on va passer en 10 bits 4.2.0, à la différence de tout ce qui est en dessous de la 4K, 4K 50, 4K 25, là on reste bien en 4.2.2 10 bits. Donc sur le papier, on voit pas vraiment la différence et il faudrait honnêtement un peu plus pousser l'image pour le sentir, mais voilà, il faut quand même le savoir qu'on perd en information dès qu'on va passer à de la 5K, à de la 6K. Peut-être que pas grand monde verra la différence, mais quand même, il faut le savoir. Après, Lumix, là où ils sont vraiment forts, c'est dans l'utilisation justement de tout le capteur. En fait, ça va nous donner une espèce d'image qui est un peu carré rectangle et ça, pour faire de la vidéo à la fois à la verticale et à la fois à l'horizontale, c'est hyper intéressant. Cette technique-là, c'est ce qu'on appelle de filmer en open gate. Et jusqu'ici, on pouvait filmer dans ce mode-là, mais uniquement à 25 images par seconde. Là maintenant, ça y est, on peut faire de l'open gate en ralenti, donc jusqu'à 50 images par seconde. Et ça, c'est une vraie évolution qu'on attendait. En tout cas, tous ceux qui filment en open gate, ils en seront contents. Alors dans un style un peu différent, histoire aussi un peu de cacher les crops, on a un nouveau format qui s'appelle le CinemaScope. Donc c'est un 2x4x1 qui va un peu enlever, on va dire, certaines infos du capteur, que ce soit en haut et en bas. Par contre, on va regarder toute la plage sur la largeur. Donc forcément, ça va nous donner un format qui est un peu plus cinéma, ou du moins qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Mais vu que c'est un crop du capteur, personnellement, je préfère utiliser le 16:9 classique et ensuite choisir mon format au moment de la post-production. Mais voilà, c'est une option pour l'avoir directement, si on n'a pas trop envie de se prendre la tête là-dessus. Et c'est surtout que ça nous sert un petit peu de cache-misère, entre guillemets, parce que quand on utilise ce mode-là en 4K 120, on n'a pas de crop. En 16:9, on a quand même un crop assez conséquent, donc voilà, là c'est aussi l'avantage, on peut l'utiliser sans trop perdre d'informations, en tout cas sur la largeur. Donc en vidéo, d'un point de vue spec pur, c'est quand même hyper complet et plutôt polyvalent, évidemment en fonction du tournage et aussi de la diffusion que vous voulez mettre votre vidéo. Et si on parle rapidement de la photo, même si pour moi c'est pas son but premier, il tient quand même la route. En obturateur mécanique, on a 10 images par seconde en mode rafale, on passe à 70 quand on passe en obturateur électronique, mais on a un buffer assez court de 3 secondes, donc c'est pas non plus la folie. On a évidemment le pré-enregistrement photo et tout ce qui s'ensuit. Après, je vous avoue que voilà, moi je me suis pas trop attardé dessus, vu que quand même, on va dire pour moi, c'est un boîtier qui est surtout tourné vidéo. Bon, alors dans les faits, les specs c'est bien, mais concrètement sur la qualité d'image, qu'est-ce que ça donne? C'est pour moi le plus important, j'espère que pour vous aussi. Alors vous l'avez peut-être vu dans la séquence justement en début de vidéo, mais moi il y a toujours un truc que j'adore, que je retrouve à chaque fois que je vais chez Lumix et que j'ai pas chez Canon, que j'ai pas chez Sony et pareil chez Nikon, c'est le rendu des couleurs ou le rendu de l'image. C'est pour moi une de leurs grosses forces en fait, c'est que malgré les défauts qu'ils peuvent avoir et que aussi ce boîtier là, il y a quand même une justesse dans les couleurs, il y a une espèce de teinte, même les teintes de peau en fait, ça fait on va dire beaucoup plus organique, beaucoup plus naturel, beaucoup plus agréable à regarder et personnellement ça me fait un peu passer au-dessus des limitations que peut avoir ce boîtier là. En fait je trouve que ce Vlog là en particulier se rapproche de plus en plus d'un point de vue couleur, d'un point de vue rendu à ce qu'on peut avoir justement avec des caméras cinéma comme par exemple les Arri. Alors bien sûr l'optique va jouer énormément par rapport à ça, mais on le voit bien, si Arri accepte de faire un partenariat avec Lumix pour justement offrir ce profil Arri Log C3 dans les caméras Lumix, c'est qu'ils savent très bien qu'ils sont pas très loin. D'ailleurs ça aussi ça sera une mise à jour dans ce boîtier là qui arrivera un peu plus tard, ce sera une mise à jour payante pour avoir d'ailleurs le Log C3 de chez Arri. Mais personnellement le Vlog, moi ça me suffit très bien, parce que déjà c'est un des meilleurs logs qui existent, en particulier pour la plage dynamique, c'est aujourd'hui un des boîtiers qui garde le plus d'informations dans les hautes et dans les basses lumières. Sur le papier ils annoncent 14 stops, on sait très bien que dans la réalité c'est toujours un peu moins que ça, mais ça n'empêche que c'est très profond et du coup ça nous permet d'avoir des images qui sont plus intéressantes, qui gardent plein d'infos et ça au montage, à la post-production c'est un vrai bonheur. À savoir qu'on a aussi un mode pour booster la dynamique qui passe de 14 stops à 15 stops. Alors en soi il y a une vraie amélioration dans ce boost, le seul problème c'est qu'il y a des grosses limitations quand même qui fait que personnellement je l'utilise pas. Déjà si on l'utilise on perd le double ISO natif qu'on va voir juste après. Ensuite on a un rolling shutter qui est un peu moins intéressant et c'est surtout que ce boost là il est limité à de la 25 images par seconde. Moi qui shoot quand même beaucoup à 50, voilà, je peux pas clairement l'utiliser quoi. Mais voilà, c'est quand même une option qui est ici, donc ceux qui veulent aller encore plus loin dans la dynamique vous pouvez l'utiliser, sachez juste qu'il y aura des limitations. Même si personnellement ce log là avec ce boîtier c'est un des meilleurs du marché que j'ai pu tester, donc personnellement ça me suffit largement. Alors aussi vu qu'on est dans la qualité d'image, on est sur de la 4K oversamplée en 25, 50 et 100 images par seconde. Donc en gros ça veut dire qu'on met de la 6K dans de la 4K, ça permet d'avoir une meilleure qualité d'image, voilà, c'est toujours bon à savoir. Parlons des basses lumières maintenant parce que c'est pour moi un des points d'amélioration qu'ont toujours eu on va dire les Lumix et c'est ce qui faisait que
souvent j'allais plutôt prendre du Sony quand je partais en tournage que du Lumix. Mais avec ce S1 II, ça a été quand même pas mal amélioré. Alors déjà, on a un double ISO natif, le premier à 640, le deuxième est à 5000. Là où sur le S5 II, on était plutôt à 4000. Alors, on n'a pas le double ISO à 12008 que peut avoir un A7S3, mais c'est pas du tout la même philosophie, c'est pas les mêmes photosites avec la taille de capteur non plus. Mais même quand on monte autour des 10 000, 12 800, en vrai, si on est bien exposé, ça tient la route. Et ça, c'est toujours pareil. Si votre plan est sous-exposé et que vous êtes à 10 000 ISO, oui, forcément qu'il y aura du bruit. Mais à partir du moment où vous remettez le même plan, mais qui est bien exposé avec les mêmes ISO, c'est là où on voit que ça tient un peu plus la route. Et je le précise parce que c'est pas le cas de tous les boîtiers. Il y a plein de boîtiers, tu dépasses les 10 000 et ça devient un peu catastrophique, voire inutilisable. Là, ce S1 II, il tient la route quand on monte dans les ISO. C'est pas autant qu'un Sony A7S III, mais encore une fois, c'est pas les mêmes boîtiers. En tout cas, de tous les tests que j'ai pu faire des boîtiers Lumix, c'est celui-là qui a la meilleure montée en ISO. Et c'est honnêtement ce qui me manquait justement sur les précédents boîtiers. Justement, on a dit que c'était un boîtier qui avait des améliorations. Et c'est un peu la même chose sur l'autofocus. Mais justement, avant de vous montrer mes tests, laissez-moi vous parler rapidement de l'outil que j'utilise tous les jours en tant que vidéaste, Tracklist. Alors pour la musique, je pense que vous commencez à connaître la chanson. Ça fait 4 ans que je suis chez eux et d'ailleurs seulement chez eux. Et je trouve toutes mes musiques, que ce soit pour mes vidéos YouTube, pour mes vidéos de mes clients, les vidéos aussi de mes réseaux sociaux, simplement parce que le choix il est énorme. Je peux choisir par mood, par type de vidéo. Je peux aussi modifier la musique et prendre que ce qui m'intéresse ou ce que j'ai envie. Et maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité où je peux avoir les musiques qui sont en trend un peu sur les réseaux sociaux et je peux surtout soit les télécharger s'ils les ont ou alors en trouver des similaires. Ça aussi, c'est très intéressant. Et avec les dizaines de milliers de musiques qu'on a, on a tellement de choix en fait que moi, je m'y retrouve à chaque fois. Et si encore c'était que la musique, mais maintenant, on a les vidéos IA, on a les voix off, on a les vidéos libres de droit, les templates, les luttes. Ça aussi, j'en utilise quand même assez souvent de leurs luttes et c'est assez quali. Bref, je pense que vous le savez si vous me suivez. C'est le site que je vous recommande le plus dans la vidéo et j'en suis toujours content après tant d'années. Donc si vous n'êtes pas encore chez Artist et que vous voulez le devenir, je vous mets le lien en description. Et si vous passez par mon lien, vous aurez 2 mois supplémentaires gratuits. Et ça m'aide à faire ce genre de vidéo. Donc merci à tous ceux qui passent par mes liens avec Artist. C'est très sympa de votre part. Autofocus maintenant. Alors, le chemin a été long pour le mix depuis ces dernières années, notamment sur cette partie-là. C'est assez dur d'aller recoller, on va dire, aux 2 locomotives qui sont Canon et Sony. On est sur un nouvel autofocus qui est toujours à base de phase. Sur le papier, il a été amélioré x 1,6, ce qui est quand même pas mal. Et sur le terrain, ça se confirme, en particulier dans des situations qui sont peut-être un peu moins évidentes, quand il y a du mouvement, quand il y a de l'obstacle, quand ça bouge aussi beaucoup, il arrive très bien à le choper. En fait, c'est plus ça, c'est que maintenant, quand il a le sujet, il le garde bien. Alors, en situation classique, genre en face cam, genre quelqu'un avance droit vers la caméra, là, il n'aura aucun souci. Globalement, avec le S5 II, on n'avait déjà pas ce problème-là. Avec celui-là, c'est toujours le cas. Mais sur ce S1 II, je trouve qu'il tient mieux le sujet. Il va un peu plus vite, ou du moins, il le reconnaît mieux et il le garde bien. Et ça, c'est un truc un peu qui me manquait, justement, avec les précédentes générations. Comme d'habitude, on a pas mal de modes, de sujets différents, des humains, des animaux, des avions, des voitures. Mais on en a un nouveau qui s'appelle Sport Urbain et qui va essentiellement un peu suivre tous les mouvements rapides. Et ça, quand on a des sportifs ou là nous on a eu du breakdance, on voit que ça accrochait beaucoup mieux. Donc dans la réalité, honnêtement, l'autofocus est très bon. Je dirais même qu'il est au niveau de Nikon, alors que je disais pas ça typiquement du S5 II. On est toujours un cran en dessous de ce que peut faire Canon et Sony, en particulier dans les situations extrêmes où il y a vraiment de l'action qui est très rapide. Mais personnellement, c'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai pas besoin de plus, en particulier quand je filme à 25 ou à 50 images par seconde. Au-dessus, c'est là où ça se complique. Là, on commence à arriver dans les compromis parce que justement en 4K 120, on perd la reconnaissance des sujets. Donc en soi, l'autofocus marche quand même, mais c'est juste qu'il marche un peu moins bien. Alors le pire, c'est quand on passe à la 1080p à 240 images par seconde. Là, on retourne à l'ancienne avec la détection de contraste et c'est pas bon du tout. Clairement, dès que le sujet va bouger, il va le perdre. Donc si le sujet bouge pas, ça passe, mais sinon, il est quasiment inutilisable pour moi. Donc c'est là où c'est un peu frustrant avec l'autofocus, c'est qu'on a une réelle amélioration dans l'autofocus, mais pas dans tous les modes. Alors même si ça marche, mais le fait de savoir qu'il va être moins bon si je filme en 4K 120 que si je filme en 4K 50, ça me frustre un peu et du coup j'ai moins envie de passer sur le 4K 100 parce que je suis pas vraiment sûr si ça va aussi bien marcher. Encore une fois, ça fait le taf et ça le sera pour la plupart des situations, mais il faut quand même le savoir. Maintenant, il y a un sujet où je pense qu'il va avoir assez peu de débat par rapport à Lumix, là où ils sont le meilleur du marché, la stabilisation. Et ce S1 II, c'est pareil, on est à 8 stops réels avec les nouvelles normes d'ailleurs de stabilisation, et c'est incroyable comment ça marche bien. C'est assez impressionnant, t'as l'impression d'avoir un trépied entre les mains. On a évidemment plusieurs modes de stabilisation, notamment en électronique, avec mon mode préféré qui est le mode cropless. En gros, ça va être une stabilisation supplémentaire qui va pas cropper dans l'image, et c'est fou comment ça marche bien, même avec des focales qui sont un peu plus larges, ça bouge pas. Et pareil, ça nous permet d'utiliser les longues focales
à la main, bah, ça va pas poser de soucis. C'est pas une nouveauté en soi, qui sont excellents là-dessus, mais voilà, là, celui-là, il déroge pas non plus, à tel point que moi, dès que je pars en fait avec un Lumix en tournage, bah, honnêtement, je prends jamais de stabilisateur. Alors oui, si vous voulez un plan très bien léché, ça va être difficile de le séparer du stabilisateur, mais quand même, comparé aux autres, il n'y a pas photo, il est largement au-dessus des autres. Le boîtier en lui-même, qu'est-ce qu'on peut dire dessus sur le gabarit? Alors déjà, c'est le même boîtier que le S1R2, donc on est carrossé, on va dire à peu près pareil. Il est un peu plus grand quand même que le S5 II, il fait 900 grammes, donc aussi légèrement plus lourd. Mais personnellement, je le préfère dans ce gabarit-là. Par rapport au S5 II qui a une poignée qui est un peu moins profonde, là il est plus agréable, je trouve, à prendre en main. C'est pas, ça te saute pas directement aux yeux, mais quand tu passes du temps avec celui-là et tu repasses sur un autre, voilà, tu sens qu'il y a une toute petite différence quand même. Le plus intéressant, hein, c'est ce qu'ils font là depuis qu'ils ont commencé avec le S1R2, c'est l'écran qui est pivotable et inclinable dans tous les sens. Donc ça c'est intéressant parce que soit on peut avoir l'écran sur le côté, ou alors on peut l'avoir pile en face du viseur. Donc ça permet, je trouve, d'être beaucoup plus précis. Et ça aussi pour de la photo, quand on est en portrait, quand on met proche du sol, enfin voilà, bref, cet écran-là, c'est un pur bonheur. Même chose sur le viseur, hein, on est sur un viseur OLED. Pareil, quand tu vas du S5 II à celui-là, rien à voir. On a également un vrai switch photo-vidéo. On a aussi sur les molettes pas mal de modes, notamment la personnalisation qui monte jusqu'à C5, donc ça c'est très pratique. On peut évidemment en faire plus, mais là on a vraiment 5 boutons physiques qui vont jusqu'à C5. Quand on filme aussi, on a un indicateur qui nous indique qu'on est bien en train de rec. Et d'ailleurs en parlant de ça, on a deux boutons rec, un sur le dessus et un sur le côté. Alors personnellement celui-là je peux pas trop me le voir parce qu'à chaque fois que je filme je vais mettre ma main dessus et je vais appuyer sur rec sans faire exprès. Donc je l'avais déjà vu celui-là avec le S1R2, donc je le désactive direct. Maintenant pour ceux qui veulent, bon voilà, c'est quand même pratique d'avoir un bouton ici. Côté connectique, on a les grands classiques hein, de micro, de casque, de USB-C et un vrai port HDMI. Et de l'autre côté on a carte SD et carte CF Express type B. Et pour la batterie c'est la même que d'habitude, hein, tient plutôt bien. D'ailleurs en autonomie je m'attendais à que ça change un peu, non ça tient quand même bien, une bonne demi-journée hein, si on filme beaucoup, donc il faudra en prévoir quand même plusieurs. Et pareil, d'un point de vue surchauffe et surtout de ventilation, c'est toujours bien amené en fait. Les ventilations sont en dessous en fait du viseur, ça permet de dissiper la chaleur et il n'y a pas de problème de surchauffe. Que ça soit en 4K25, en 6K ou peu importe. Alors évidemment quand on monte un peu dans les codecs, surtout au ralenti, 6K 50, 4K 120, ça va commencer à surchauffer après autour d'une heure à peu près. Mais bon, personnellement, voilà, je connais pas grand monde qui a filmé au ralenti aussi longtemps. Donc voilà, la surchauffe, c'est pas du tout un sujet sur ce boîtier-là. Maintenant, comme à mon habitude, si vous le savez, je fais souvent les plus et les moins de chaque matériel que je teste. Et avec celui-là, on va commencer par les plus. Alors, une des features que j'aime le plus avec les boîtiers Lumix, c'est le zoom hybride. En fait, ça va allonger de manière un peu plus électronique notre plage focale. Et là, moi qui utilisais le nouveau 24-60 qui ouvre d'ailleurs un f2.8, incroyable hein, cette optique-là. Et avec le zoom hybride, je peux le monter jusqu'à un 82 mm. Donc en fait, je rattrape du coup la plage hein, que j'ai en moins par rapport à peut-être un 24-70 classique. Et ça, c'est une option que j'adore, qui est directement dans mes raccourcis et que j'utilise quasiment tout le temps. Et honnêtement, il n'y a pas du tout de perte de qualité d'image. C'est assez incroyable. On a aussi tous les outils vidéo qui deviennent maintenant indispensables, mais qu'on n'a pas chez tout le monde. On a les waveforms, on a les fausses couleurs, on a le D-Squeeze anamorphique aussi qui est très pratique. On a d'ailleurs la possibilité d'enregistrer en 32 bits flottante, donc ça c'est pour la partie audio, alors avec un module externe évidemment. Mais pour du documentaire un peu run and gun, voilà, ça aussi c'est un gros plus. Le backup carte SD vers SSD, ça c'est une très bonne feature. Je suis très content de l'avoir, ça permet quand même d'aller un peu plus vite. On a évidemment un rideau qui se ferme quand on change aussi l'optique. On a le timecode aussi en Bluetooth quand vous voulez synchroniser plusieurs caméras, ça peut être pratique. Et on a aussi une possibilité maintenant de passer le boîtier en USB-C pour de la webcam directement sans passer par le logiciel ou quoi que ce soit, elle est reconnue comme caméra. Mais aussi une des grosses nouveautés qu'on avait vu avec le S1R2, c'est la nouvelle application qui s'appelle Lumix Flow et elle va permettre de transformer notre téléphone en un moniteur. Et pas que le téléphone, c'est aussi avec un iPad. Et ça, soit on peut le faire en USB-C et là on aura vraiment une très faible latence, ou alors on peut aussi le faire sans fil en Wi-Fi avec quand même une certaine petite latence, hein, mais voilà, si on n'a pas trop besoin d'être précis, c'est quand même pépite. C'est vraiment cool d'avoir une app qui est fonctionnelle, qui n'a pas trop de bugs, qui nous permet de changer les réglages, de changer l'autofocus, de lancer, d'arrêter l'enregistrement. C'est un des gros défauts, je trouve, qu'ont quasiment tous les boîtiers actuels. Et pour le coup, on voit que cette nouvelle application améliore quand même les choses. Parlons les moins maintenant de ce boîtier parce qu'il y en a quelques-uns, notamment sur l'autofocus. Cette histoire de perdre la détection de sujet quand on passe de 4K 50 à 4K 100. Personnellement, ça m'ennuie et ça fait que je l'utilise un peu moins. C'est un peu la même chose avec le fait de, dès que tu passes en 6K, tu passes en 4.2.0 au lieu de 4.2.2 que tu as avec de la 4K. Voilà, moi quand je filme, je veux avoir la meilleure qualité d'image possible. Et évidemment, ça passe par filmer en 4.2.2, même si le 4.2.0 c'est suffisant et voilà, je vois pas non plus la différence tous les jours. Il y a le côté un peu psychologique où tu sais que t'as pas toute la puissance de la caméra, quoi. Le boost de dynamique aussi, c'est une bonne idée. C'est juste que, même chose, en fait, il est limité à de la 25 images par seconde. Ça nous donne un rolling shutter un peu plus important et on perd le double ISO. Donc, c'est le même truc, c'est que ça va pas trop me servir
servir, sauf si je sais que je vais pas bouger, que justement je vais pas avoir besoin du double isonatif. En fait, c'est ça surtout que je reproche à ce boîtier-là, c'est que c'est un flagship. Donc c'est censé être le meilleur boîtier de la marque, c'est censé être le boîtier qui n'y a pas de compromis. Et pourtant, il y en a. Alors vous me direz, des boîtiers avec des compromis, il y en a beaucoup, et c'est vrai, mais en particulier sur celui-là, en fait, tu te poses la question avant d'utiliser un codec de, ok, est-ce qu'il va vraiment être bon en autofocus, est-ce qu'il va être bon dans la qualité d'image, et finalement, tu restes sur les fonctionnalités classiques et tu vas pas chercher tout son plein potentiel, quoi. Et pour un boîtier middle gamme, ça me dérangerait pas. Pour un boîtier flagship qui représente la marque, ça me plaît un peu moins. En fait, je dis ça surtout aussi par rapport au prix. 3499 €. Ça fait quand même un peu mal. Alors, certains vont trouver que ça les vaut, et en soi, oui, mais quand même. Honnêtement, je trouve que c'est un peu trop cher par rapport à tous les compromis qu'il demande. Au vu des specs et de son capteur, on peut directement le confronter au Nikon Z6 III, qui est quand même à 600 € moins cher, même s'il est sorti un peu plus tôt, évidemment. Après, le prix, ça varie. On sait très bien qu'avec le temps, les prix baissent un peu. Peut-être que ce S1 II verra son prix baisser un jour, et dans ces cas-là, il sera un meilleur rapport qualité-prix. Ça, évidemment, on peut pas le savoir à l'avance. Mais bon, ce boîtier, c'est quand même la meilleure stabilisation du marché, une des meilleures aussi plage dynamique. À mes yeux, encore une fois, c'est subjectif, mais une des meilleures sciences des couleurs aussi. Alors oui, sur d'autres boîtiers, ça se rattrape en post-prod, évidemment, mais là, on a quand même un peu moins de travail. Il a énormément de codecs différents. On a aussi un rolling shutter qui est bien plus maîtrisé avec ce capteur-là, semi-empilé. On a un autofocus qui marche, on a une meilleure aussi montée en ISO, une gestion des basses lumières, et aussi énormément d'outils pour la vidéo. Donc c'est pour moi, à l'heure actuelle, peut-être le boîtier le plus complet, ou du moins le plus polyvalent, même s'il a des limitations qui vont aussi en fait dépendre de vos besoins. Parce que c'est ça le truc, c'est que si pour vous, l'open gate, la stabilisation, les outils, la couleur, c'est primordial, allez-y sur ce boîtier-là, vous allez l'adorer. Et de l'autre côté, si vous voulez un boîtier qui fonctionne aussi bien, qui a la même couleur, qui a les mêmes compétences, peu importe la résolution, peu importe la cadence d'image, peut-être que ce boîtier-là, il peut vous déplaire. Dans tous les cas, on a l'information que un S1H, il n'est pas en production, il est en discussion, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Ça peut tout aussi bien être dans plusieurs mois que dans plusieurs années, on ne sait pas. Donc je suis pas sûr qu'il faille attendre ce prochain boîtier. Celui-là étant quand même assez complet. Oui, il a des limitations, mais c'est quand même une excellente évolution, en particulier si on vient du S5 II ou du S5 IIX. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de comparatif avec du Canon ou du Sony. Et je pense sincèrement que les personnes qui se posaient la question de passer justement chez Pana, ce boîtier-là, il va leur plaire. Et ceux qui sont déjà chez Lumix, ça va vous faire kiffer. Si jamais vous voulez acheter le boîtier, je vous mets le lien chez IPLN qui est mon partenaire. Et à chaque fois que vous passez par eux, moi ça me permet aussi de continuer ce genre de vidéos. Donc merci à tous ceux qui soutiennent mon travail en passant par mes liens. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez de ce boîtier. Et nous on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise.